Il faut savoir qu'un jour, quelqu'un a certainement eu une idée de se dire, tiens, je vais vous raconter une histoire. Et on ne s'est jamais posé la question de savoir qui a commencé. Et surtout, quel impact ça avait eu sur la société, sur la manière dont on a grandi et sur le fait que nous soyons là aujourd'hui. Eh bien, quelqu'un s'est posé cette question. C'est le rédacteur en chef d'Epsilon, magazine partenaire du Festival Atmosphère. Voici Hervé Poirier pour Homo Fictionus. Hervé. Merci Sébastien. Bonjour. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'on s'est posé cette question. En fait, on a fondé Epsilon il y a 2 ans et demi en se disant on n'est pas des professeurs, on est des conteurs. Euh, la science, c'est pas un savoir, la science, c'est une culture. Et le réel, c'est bien sûr ce contre quoi on se cogne. Le mur est réel, mais c'est la source de l'imaginaire. Le réel tel qu'il est euh, analysé, révélé ou transformé par la science est la source primaire de l'imaginaire et c'est la source des fictions à venir. On est parti sur cette idée-là pour fonder Epsilon il y a 2 ans et demi. Et c'est assez naturellement qu'on s'est penché vers une communauté de scientifiques assez fascinante qui s'intéresse à la science des histoires. Et au début d'année, on a envoyé Alexandra Pienne, une des fondatrices d'Epsilon, pour aller rencontrer cette communauté. La base de notre travail, c'est de rencontrer des chercheurs et ensuite de raconter des histoires fiables. Il faut qu'on interroge beaucoup de monde et sincères. On est exclusivement au service de l'épanouissement du cerveau du lecteur. Comment notre cerveau se raconte des histoires homo fictionus. On est une drôle d'espèce. On est une drôle d'espèce. On a rencontré Jean-Loïc Lequelec, qui est un anthropologue et qui se dit préhistorien des mythes. Et dans un livre qu'il a publié à la fin de l'année dernière, il a fait quand même alors, ça peut faire un peu débat, mais il affirme qu'il a trouvé la plus vieille histoire du monde, qui est apparue il y a plusieurs centaines de milliers d'années. Cette histoire raconte comment les animaux et les hommes sont sortis de terre, arrivés par les grottes et ont envahi le monde. C'est en analysant en particulier l'art sur les parois qu'il en a déduit ça en disant « j'ai trouvé la plus vieille histoire du monde ». De fait, il n'existe pas de groupe humain qui vit sans tabou, sans religion, sans rite, sans généalogie, sans conte, sans récit, sans fiction, sans imaginaire. L'humain, a toujours été un conteur. Et Polly Wisner, une anthropologue américaine, a été au fin fond du désert de Kalahari pour rencontrer une tribu et analyser. Elle a analysé des centaines de conversations le jour et la nuit. Et elle a découvert qu'autour du feu, il y avait une connexion émotionnelle de toute la tribu. Et c'était un moment de partage d'émotions. Donc, elle décrit dans un livre comment ces récits créent la cohésion du groupe. Et sûrement que c'est quelque chose qui est arrivé depuis la nuit des temps. Spécifiquement, dans une espèce particulière qui a peuplé la Terre, qui est Homo sapiens. Il y a un grand débat pour savoir est-ce que Néandertal se racontait des histoires. Jean-Luc Lequelec et Bernard Victory, le linguiste, pensent que non. Bizarrement, on a trouvé pas mal d'art néandertalien, jamais de l'art figuratif. C'est toujours de l'art symbolique, des hashtags, des traits. Il n'y a pas de figuration dans l'art de Néandertal et Jean-Luc Lequelec en déduit que Néandertal ne se racontait pas d'histoire. Est-ce qu'on peut en déduire que c'est pour cela que Sapiens a pris le dessus ? C'est très tentant. C'est très tentant de se dire que l'art de se raconter des histoires a été une des armes les plus puissantes pour Homo sapiens afin dans sa conquête du monde. Mais ce qu'a remarqué Polly Wisner en regardant des tribus dans le désert du Kalahari, ce qui est fascinant, c'est que Yuri Eson, un Américain, un neuroscientifique américain, lui a été voir directement dans le cerveau ce qui se passait quand on écoute une histoire. Et lui et ses collègues ont réussi à voir, en mettant sous IRM des compteurs et des auditeurs, que les schémas mentaux de très haut niveau que le compteur
moi, en ce moment, j'ai dans ma tête quand je vous raconte, si vous êtes attentifs et si vous êtes des auditeurs attentifs, ce sont les mêmes qui vont apparaître dans votre cerveau. Raconter une histoire, c'est, d'après l'ensemble de cette communauté de chercheurs, le point clé de l'histoire, la puissance cachée des histoires, c'est que c'est une technologie de synchronisation mentale. C'est ce qui fait groupe. Nous sommes autour du feu, nous allons nous raconter les mêmes histoires et nos schémas neuronaux vont commencer à avoir les mêmes architectures. C'est le cœur des travaux de Yuri Eson, montrer comment les personnes qui se partagent les mêmes histoires ont des cerveaux qui finalement sont structurés de la même façon. Donc se raconter des histoires, c'est former un groupe cohérent qui va pouvoir affronter l'inconnu, aller derrière la montagne, goûter une nourriture qu'on n'avait jamais, se raconter des histoires pour affronter l'inconnu. Et d'après Julien Duy, c'est ça qui a permis à Homo sapiens de sortir d'Afrique et d'aller, il en fallait du courage, aller affronter cet inconnu parce que il est parti pas avec ses gènes, il est parti avec ses histoires. Et c'est ça le point clé de l'Homo sapiens qui en fait la spécificité. Julien Duy, avec d'autres collègues, il fait un drôle de travail. Il prend une histoire, le petit chaperon rouge, disons. Il regarde la grande structure de l'histoire du petit chaperon rouge, puis il la casse en éléments tout petits du récit. On peut appeler ça des gènes, les gènes de l'histoire. Et il fait ça sur 20 000 histoires. Et ce qui est fascinant, c'est qu'ensuite, il utilise les logiciels développés par les biologistes pour faire les arbres phylogénétiques d'évolution des espèces. Vous savez, on peut apparenter deux espèces suivant le degré de rapprochement de leurs gènes. Et à partir de ça, faire le grand arbre d'évolution de la vie. Eh bien, en faisant ça sur le petit chaperon rouge, ou en faisant ça sur d'autres histoires, ils arrivent à voir en fait que l'histoire du petit chaperon rouge était racontée il y a 10 000 ans en Afrique, et qu'elle est partout dans le monde. Et ces histoires évoluent. Je prends un autre exemple, le dragon, une sorte de serpent imaginaire associé à l'eau contre lequel l'humain doit combattre. Cette histoire-là, Julien Duy, en l'ayant repéré quelque part un peu partout dans le monde, et en ayant passé au crible des algorithmes d'évolution phylogénétique, les éléments, il a d'énormes matrices, c'est très joli à voir, hein, comment on transforme une histoire en une matrice génétique et comment, en rentrant ça dans le logiciel, paf, il sort un arbre phylogénétique qui démontre que cette histoire du dragon est apparue il y a 70 000 ans en Afrique. Elle s'est divulguée Afrique de l'Est et Afrique de l'Ouest. Et à chaque fois, bien sûr, elle a évolué, c'est la théorie de l'évolution, mais qui s'applique aux histoires. Elle est passée en Chine, en Indonésie, en Indochine, en Mélanésie. Elle est passée en Amérique, Amérique du Sud, Amérique du Nord. De l'autre côté de l'Afrique de l'Ouest, elle est passée par la Sibérie, l'Europe, l'Asie du Sud. Et ça, c'est l'ordinateur. Les calculs de phylogénie qui démontrent que l'histoire, en fait, c'est une chose vivante qui évolue, qui accompagne et qui a permis à notre drôle d'espèce de dominer la Terre. Donc le récit est une technologie. L'assemblée des imaginaires qui va commencer tout à l'heure, ce n'est pas une chose légère en fait. Ce n'est pas un sujet anodin. On est en train de parler de ce qui sûrement définit notre espèce et de ce qui sûrement détermine son avenir, a totalement façonné son passé. Personnellement, en fait, mon avis n'intéresse personne. Mais Néandertal, sans doute, il ne savait pas se raconter des histoires. Aucune autre espèce se raconte des histoires. Le propre de l'humain, c'est sans doute ça. Donc ne prenons pas à la légère ce qui va se passer tout à l'heure. Imaginez les imaginaires de demain. C'est le rapport fondamental que l'on va construire pour les décennies à venir. Mais on peut aller un tout petit peu plus loin.
on peut aller un tout petit peu plus loin en rentrant encore plus loin dans le cerveau. Alors le cerveau, soyons d'accord, personne ne comprend rien à son fonctionnement. Les neurologues multiplient des hypothèses, sont rarement d'accord avec eux. Il y a un point sur lequel ils sont tous d'accord, c'est que notre cerveau est un affabulateur compulsif, un narrateur obsessionnel, qui nous invite à renverser totalement notre rapport à la réalité. Vous pensez, là, je vous regarde, mais je ne vous vois pas. Je suis en train de me faire mon cinéma. Je me raconte une histoire sur ce que je vois. Parfois, je regarde si le réel me renvoie quelque chose de cohérent. Mais mon rapport à la réalité, le fonctionnement du cerveau, c'est la construction fondamentalement d'une fiction. Je pense voir le monde en continu. Pas du tout. On sait bien que notre œil, c'est 13 images par seconde. Dans les blancs, qu'est-ce qu'il fait? Il me raconte une histoire. Ma mémoire, j'ai l'impression, quand je me souviens de quelque chose, que je me souviens de choses en continu. Pas du tout. Quand j'ai un souvenir qui remonte, c'est mon cerveau qui commence à me raconter une histoire à partir de quelques points d'ancrage. Et entre ça, il tisse. Quand on se souvient d'un souvenir, on se raconte jamais le même souvenir. Notre cerveau est une machine qui a généré un récit permanent. Le rapport à l'histoire est ce qui définit notre rapport au monde. Mais on peut peut-être... Alors, il y a M. Nakache qui a écrit un livre sur ça, le cinéma intérieur. C'est-à-dire, nous racontons une histoire. Le rapport au monde est toujours un récit. Mais ce qui est assez amusant, c'est qu'on peut aller encore un peu plus loin dans l'importance cruciale de la fiction. C'est une histoire assez bizarre, pas compris encore vraiment par les physiciens. Elle a commencé à émerger au 19e siècle. Il y avait un truc bizarre qui s'est passé. Il y a la thermodynamique, la science des échanges de chaleur, qui a été fondée. Et bizarrement, ils sont tombés sur une valeur qui s'appelle l'entropie. Et cette entropie, en fait, elle dépendait de la connaissance qu'on avait de ce système. Elle ne peut que croître et ils ont imaginé un démon, le démon de Maxwell, qui, s'il connaît toutes les particules de gaz, leur position et leur vitesse, eh ben, il peut violer les lois de la thermodynamique. Les lois de la thermodynamique dépendent des informations que l'on a sur un système. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? À la fin du 19e, il y a des débats incroyables sur pourquoi est-ce que l'information... Qu'est-ce que vient faire l'information dans les lois de la nature? Le débat n'a jamais été clos. En 1905, il y a un type qui s'appelle Albert Einstein qui a fondé une drôle de théorie, la théorie de la relativité restreinte, connue par E égale MC2, vérifiée de façon incroyable depuis. Bizarre théorie, hein, qui raconte que la vitesse de la lumière est constante, que on peut pas la dépasser, c'est une vitesse maximale, qui raconte que l'addition des vitesses est quelque chose de compliqué, que le temps se mélange à l'espace. Bizarre. Elle s'est imposée immédiatement comme une théorie qui décrit l'espace et le temps, et c'est encore aujourd'hui, 117 ans après, la théorie de base pour décrire l'espace-temps. Eh bien, devinez quoi? Ce qui s'est passé sur la thermodynamique s'est passé exactement sur cette théorie de l'espace-temps. En fait, tenez-vous bien, la théorie d'Einstein est la formalisation de notre volonté de comprendre la nature, de notre volonté d'y voir des lois. La théorie d'Einstein, E égale MC2, ne parle pas de la nature, elle parle de notre volonté de comprendre la nature, de raconter une histoire sur cette nature. La phrase « il existe des lois dans la nature », si on la traduit mathématiquement, qu'est-ce que ça veut dire, il existe des lois dans la nature? C'est-à-dire qu'il y a des phénomènes qui sont les mêmes, quel que soit l'endroit où on les fait, quelle que soit la direction où on les fait, quel que soit le moment où on le fait. Si on rajoute à la phrase « il existe des lois dans la nature » et je veux qu'il y ait une causalité, que les effets ne précèdent jamais la cause, eh bien, il y a une démonstration mathématique de niveau fin de lycée qui a été découverte en 1910, oubliée. Découverte en 1925, oubliée.
découverte en 1950, oubliée en 66 et en 76. Elle a été à chaque fois oubliée, à chaque fois elle est réapparue. La formalisation mathématique de notre volonté de comprendre le monde et d'en raconter une histoire à travers ses lois, c'est la théorie de la relativité restreinte. E égale mc2, c'est la traduction de notre volonté de comprendre la nature. Ça ne dit rien du monde. Ça dit juste, ça formalise notre volonté de le comprendre afin de pouvoir raconter des histoires dessus. Étonnant, non? Et encore plus étonnant. À partir des années 1920, des physiciens, toujours eux, en parallèle de la théorie d'Einstein, ont inventé quelque chose d'encore plus bizarre, la mécanique quantique. Alors, ils n'ont pas cru du tout à ce qu'ils constataient. La seule chose qu'ils ont dû croire, c'est la totale adéquation entre leurs expériences et leur chose très très bizarre, cette théorie quantique. Le débat n'est toujours pas clos non plus, mais à la fin des années 20 et durant toutes les années 30, ça a été des débats fantastiques. C'est qu'est-ce que c'est que cette théorie? Quel sens est là? Pourquoi est-ce qu'elle est si puissante? Aujourd'hui, il n'y a guère de technologie dans cette salle qui ne soit pas fondée sur la technologie quantique. Donc la technologie quantique, celle de deuxième génération, les ordinateurs ne sont pas encore totalement prêts, mais la première génération, les lasers, les écrans, c'est que de la quantique. Donc sa vérification, c'est sûrement la théorie la plus assurée du monde. On ne comprend pas ce que ça veut dire. Vous savez, les paradoxes quantiques, on en entend un peu parler, c'est un objet peut être dans deux situations à la fois. Oh, personne n'y croit. Si je touche à si des objets sont corrélés, intriqués, on dit, eh ben, ils peuvent avoir une connexion spatio-temporelle incompréhensible. Une particule peut passer par deux endroits à la fois. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? L'interprétation de la mécanique quantique est toujours un sujet moderne. Eh bien, devinez quoi? Depuis le début du XXIe siècle, des mathématiciens ont démontré que la mécanique quantique, son formalisme, ne parle pas de la nature, ne parle pas du monde. Elle parle des contraintes sur le transfert d'informations. Elle parle de notre volonté d'arracher à la nature des informations. La nature n'est pas quantique. Ce qui est quantique, c'est notre volonté de prendre des informations sur le monde. C'est des démonstrations qui sont absolument magnifiques. Il y en a 5-6 qui partent d'hypothèses un peu différentes, mais toutes disent que la mécanique quantique ne parle pas de la nature, mais de notre volonté de la comprendre. Donc, ce qui est singulier, ce qui est fantastique, ce qui est vertigineux, c'est que les trois théories les plus fondamentales de la physique, qui sont censées nous décrire la nature elle-même, eh bien non, c'est des théories qui décrivent notre volonté de raconter des histoires. Autrement dit, la fiction, c'est pas seulement ce qui nous a permis de conquérir le monde. La fiction, c'est pas seulement ce qui construit notre pensée. La fiction, c'est ce qui construit fondamentalement notre rapport au réel. C'est l'étoffe fondamentale du monde dans lequel on vit. Nous sommes tissés d'imaginaire, et ce que l'on doit construire aujourd'hui pour mieux, pour ne pas répéter, disons, les erreurs du passé, on est en train de toucher à la chose la plus fondamentale de l'univers, les histoires humaines telles qu'elles ont transformé et telles qu'elles vont transformer le monde. Nous sommes que des êtres imaginaires. Et la nature elle-même n'est qu'une fiction. Voilà la petite histoire que je voulais vous raconter de façon fiable et sincère, parce que ces travaux-là sont fascinants. Hein. C'est des chercheurs, on a la chance de pouvoir leur parler, mais on l'a raconté donc dans quelques articles d'Epsilon. On va continuer à la raconter parce qu'il y a des travaux, c'est des travaux en cours, ça. Hein. Et ils ne sont pas totalement. En fait, je vais arrêter là, mais la seule chose qui n'est pas encore qui n'est pas un récit, qui n'est pas une fiction dans la nature, et c'est là-dessus qu'ils sont bloqués, c'est la gravité. On n'arrive pas à voir
d'écrire la gravité comme une fiction. Alors là, on touche les théories les plus pointues de la physique. Nous, on va continuer à suivre ça de près, puis on essaiera de vous raconter ça dès qu'ils auront des nouvelles histoires à nous raconter. Voilà. C'était la petite introduction pour montrer l'importance de ce qui va se passer cet après-midi avec ces imaginaires citoyens. Merci. Merci. Merci, merci beaucoup Hervé Poirier. C'était passionnant. Et on espère que le lancement du satellite Euclide permette de raconter une histoire sur la matière sombre et peut-être la gravité, mais ça on en parlera dans les 10 prochaines années. Ça fait partie des mystères que Hélène Courtois notamment a envie d'explorer, mais Pauline Zarouk également, qui fait partie de notre comité scientifique, qui font toutes les deux parties de notre comité scientifique. C'était passionnant, j'ai retenu plein de choses et évidemment ça a du sens que vous introduisiez cette restitution de la première partie de ce travail de l'Assemblée des imaginaires citoyens. Ce que j'ai retenu, entre autres, c'est ce déplacement de Sapiens d'Afrique à un moment donné face à un grand danger et que le moteur de ce changement, le moteur de ce déplacement, alors qu'il y avait un inconnu, beaucoup d'inconnus, c'était les récits, c'était les histoires. Et ça m'amène à penser à ce livre de Sébastien Boller, le bug humain, où il dit qu'en gros, il faut qu'on arrive à hacker notre cerveau parce qu'on a des choses qui sont ancrées génétiquement et au niveau cérébral depuis des lustres, parce qu'à l'époque, il fallait chasser, réussir à accumuler de la nourriture, décoder son environnement, se reproduire, et c'est ce que l'on fait aujourd'hui dans un monde sédentaire. Et j'ai l'impression que pour hacker le cerveau, il faut se raconter des histoires et trouver les histoires qui permettent justement de le hacker et de passer au-delà de ces déterminismes. C'est des travaux de Yuri Eson. Les histoires, structure qu'on écoute, qu'on se raconte, structure notre cerveau. Donc, évidemment, si on veut changer notre attitude, il faut d'abord changer les histoires qu'on se raconte. Ouais. Est-ce que vous avez des questions? On a 5 minutes avant de passer à l'Assemblée citoyenne. N'hésitez pas. Oui. Alors, une question ici. Deux questions. Le boss a parlé. 2 questions. Donc la première, comment vous appelez-vous, monsieur? Pierre. Bonjour Pierre, tous ensemble. Oh là 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 là, attendez, ici on est des gens bien hein, quand même. Donc bonjour Pierre, attention. Merci. Bonjour à tous. J'ai une petite question qui vient de votre récit, où vous avez dit que peut-être, ou même sûrement, l'homme de Néandertal ne se racontait pas d'histoire, et que l'homo sapiens se racontait des histoires et a pu conquérir le monde. Je dirais que le fil conducteur du festival Atmosphère, c'est justement d'essayer de voir comment l'homo sapiens pourrait réduire son empreinte et son impact sur le monde. Donc, ma question serait, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux soit devenir un Néandertal et arrêter de se raconter des histoires, ou soit, comme vient de le dire à l'instant, de hacker son cerveau pour se raconter d'autres histoires. Alors moi, c'est Sébastien. Sébastien, oui. Dans ce que vient de dire Sébastien, de hacker son cerveau pour se raconter d'autres histoires, mais j'ai un peu peur que l'homme n'a pas cessé de se raconter d'autres histoires et que l'impact sur son environnement n'a fait qu'augmenter jusqu'aux impasses que nous connaissons et qui sont présentées dans les festivals Atmosphère. Donc pourquoi ne pas arrêter de se raconter des histoires pour réduire notre impact? Je laisse Hervé répondre. Moi, je trouve ça un peu triste d'arrêter de se raconter des histoires, mais c'est pas moi l'expert. Pour vous dire, franchement, c'est un débat sur le fait que Néandertal ne se racontait pas d'histoire. Julien Duby, dont j'ai parlé, lui n'est pas convaincu de ça. Le Québec l'est. Donc c'est un débat. Il y a débat aussi pour savoir si Néandertal était écolo. Est-ce qu'il avait une empreinte sur ces terres aussi forte que Sapiens? Sans doute moins. Est-ce qu'il y a un lien entre sa dimension écolo et le fait qu'il se raconte moins d'histoires? Je serais tenté à dire oui. Mais là, moi, mon avis n'intéresse pas à grand monde. C'est des très très belles questions qu'il faut. Enfin, là, si j'avais le temps, j'irais chercher des scientifiques qui ont regardé cette question. Ce qui me semble en tout cas pas possible pour notre espèce, parce qu'on s'est construit comme ça, c'est d'arrêter de se raconter des histoires. Ça, c'est déjà une histoire. Évidemment, ce que je vous ai dit sur le cerveau humain concerne tous les animaux. Tous les animaux sont des êtres qui ont un rapport avec la fiction. Mais l'humain avec le langage
en fait un outil, une technologie beaucoup plus puissante. Et sa puissance, oui, cette puissance technologique, ça a été pour le meilleur et pour le pire. Peut-être qu'aujourd'hui, on constate que c'est plutôt pour le pire, mais ça a été aussi pour le meilleur. Hein. Donc je ne vois pas comment on peut arrêter de se raconter des histoires. Je pense pas que ça soit non plus désirable. Par contre, il faut qu'on prenne grand soin des histoires qu'on veut se raconter. Ça, c'est sûr. Et Alain, il faut les voir comme une technologie aussi, une technologie écologique. Se raconter des nouvelles histoires peut changer notre rapport au monde, peut changer le monde. Donc, plutôt qu'arrêter de s'en raconter, c'est plutôt s'en raconter des meilleurs, sûrement. Et d'ailleurs, la raison d'être du Festival Atmosphère, né il y a 12 ans, et dans l'esprit de Pascal Signolet, il y a bien plus longtemps, c'est justement de susciter de nouveaux imaginaires. Et en effet, c'est de modifier notre impact sur notre environnement, mais notre impact peut être positif parce que fondamentalement, on est lucide sur le monde dans lequel nous vivons, on est lucide sur la situation du monde, mais en même temps, on a une foi énorme en l'avenir parce qu'on est persuadé qu'on peut y arriver ensemble. On est optimiste. Parce que comme le disait l'autre soir Hélène Courtois et Jean-Pierre Gou, peut-être que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on peut ensemble faire face à ce qui va nous arriver. C'est-à-dire que peut-être que dans 1000 ans, la civilisation qu'il y aura dans 1000 ou 2000 ans nous regardera en disant bah, eux, ils y sont arrivés. Et on est à un tournant de l'histoire. Et c'est quelque chose d'extrêmement encourageant que de voir ça comme ça. Et quand je dis ça, déjà, je modifie notre position et je raconte déjà une histoire. Parce que c'est cette histoire-là à laquelle on veut croire. On veut croire qu'on peut y arriver, même si c'est très compliqué. Et vous allez le voir dans un instant avec les scénaristes qui vont venir pitcher. Eux aussi y croient. Et je crois que si vous êtes tous là, c'est que vous y croyez aussi. Donc continuons à nous raconter des histoires. L'histoire du dragon que je vous racontais, qui est parue il y a 70 000 ans, est une histoire de la conquête et une histoire de l'affrontement avec la nature. Peut-être qu'il est temps de changer. C'est peut-être ce type d'histoire qu'il faut changer plutôt que l'annihilation des histoires. Une dernière question ? Là. J'ai une main levée ici, monsieur. Alors on est d'accord qu'on lui dit bonjour, hein ? D'accord ? Ok. Non, mais on va déjà savoir comment il s'appelle. Bonjour, comment vous appelez ? Bonjour à tous, moi c'est Antoine. Bonjour. C'est pas très synchro, mais ça va, ça marche quand même. Je prends quand même. Antoine, on vous écoute. Moi j'ai une petite question concernant encore une fois Néandertal et Sapiens. Et je voudrais apporter une petite spécificité. Je voudrais savoir, est-ce que Néandertal ne se racontait pas du tout d'histoire à lui-même, ou est-ce qu'il justement il n'externalisait pas ses histoires et il n'en racontait pas aux autres? Parce que c'est peut-être aussi ça pas le problème, mais ce qui nous amène aujourd'hui à avoir les situations dont on parle à l'atmosphère, c'est peut-être les histoires qu'on raconte, mais pas forcément qu'on se raconte à soi, parce que les histoires qu'on se raconte à soi sont souvent différentes de ce qu'on arrive à externaliser. Est-ce que du coup la différence c'était sur le fait d'être sur un être qui se racontait des histoires à lui-même mais qui n'en parlait pas autour de lui, et que du coup quand Sapiens est arrivé, il a réussi à externaliser ces histoires qui ont peut-être même été différentes de ce que lui avait en lui. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ouais, déjà, je ne vais pas pouvoir vous répondre. Oui. Parce que Néandertal est quand même très loin et disparu, mais il y a pas mal d'indices qui sous-entendent ou qui indiquent que la communauté de Sapiens était beaucoup plus soudée. Il y avait beaucoup plus de liens sociaux au sein des groupes que les communautés néandertaliennes. Ce qui est un vecteur puissant pour se raconter des histoires au coin du feu. Il n'y avait sans doute pas ces structures sociales aussi solides et aussi rapprochées entre Néandertal. Et puis il y a ce fait brut, c'est le seul fait presque sur la psychologie. Là, en ce moment, nous on enquête sur à quoi pensait Néandertal. Qu'est-ce qu'il avait en tête. C'est très très compliqué de savoir. Hein. On a les gènes, mais c'est pas ça qui va nous raconter ces récits. C'est des indices quand même. Mais j'ai perdu le fil. Le point le plus factuel, c'est qu'il n'y a pas d'art figuratif de Néandertal. Alors comment interpréter ça? À l'époque où Sapiens faisait des bonhommes sur les parois, c'était des hashtags. Cette absence de figuration, peut-on en tirer que c'est une absence de récit? Le débat est vraiment en cours en ce moment, avec des désaccords assez violents entre les... Est-ce qu'il se racontait des histoires lui-même? Il avait le même cerveau que nous, globalement. Là, ce que je vous ai dit sur le cerveau de Sapiens, c'était le même que pour nous.
Mais est-ce que la culture de Néandertal, c'en était une assurément, elle n'était sans doute pas aussi tissée du récit, aussi tissée, qui structurait elle-même la tribu et les relations sociales. Donc il se racontait sûrement des histoires, il avait un imaginaire, mais sans doute pas autant de fiction qu'il racontait aux autres. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Hervé Poirier. Merci de cette brillante démonstration. Et puis, je vous invite à découvrir, si vous ne le connaissez pas encore, ce magazine absolument génial, Epsilon. J'en dépose quelques exemplaires du magazine pour ceux qui désireraient le découvrir. Pour ceux qui sont abonnés, laissez-le à ceux qui ne les connaissent pas. Alors d'abord, je vais regarder ceux qui m'intéressent et je vous laisserai les autres après. N'est-ce pas? Oui, bien évidemment, ils sont à disposition du public. Merci beaucoup. Merci infiniment, Hervé. Merci pour cette belle conférence et j'espère vous revoir l'année prochaine pour la 14e édition. Merci beaucoup.